Merci beaucoup, Paulette. Je souhaiterais d'abord souhaiter la bienvenue à toute la presse congolaise qui est ici et même la presse internationale et à tous les amis qui ont bien voulu venir ici pour nous inviter. Et je pense que nous ne serons pas déçus. Comme John l'a si bien dit, merci John. Je suis un Congolais ordinaire comme vous et je vais vous présenter nos actes d'engagement et je vais vous dire pourquoi ces actes d'engagement. C'est parce que nous voulons apporter des solutions aux problèmes du Congo qui sont principalement dus à l'institutionnalisation de la corruption comme mode de gestion. Et étant donné qu'il y a l'institutionnalisation de la corruption comme mode de gestion, il y a la défaillance de l'État, qui a comme corollaire l'insécurité généralisée et le manque de distribution équitable des richesses. Nous n'allons pas nous arrêter à identifier les problèmes, mais quand on identifie les problèmes, on propose des solutions, ensuite on appelle à l'action. Dommage que nous nous soyons rencontrés quand je suis déjà dans la phase d'appeler à l'action, parce que pour être candidat président de la République, ça veut dire qu'on est déjà dans la phase d'appel à l'action. Mais il n'est pas encore trop tard. C'est une bonne opportunité cet après-midi de vous rencontrer et de vous parler. Alors, comme scientifique, chez Combat, candidat à la présidentielle aux élections de 2018. Donc, ici, nous allons d'abord commencer par faire un état des lieux de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Quel est l'état à l'heure actuelle de la République démocratique du Congo? Avec les indicateurs que nous avons, on peut dire que c'est un état défaillant. Alors, qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Manque de démocratie, la corruption, l'insécurité dans son sens le plus large, manque du travail ou manque d'emploi, manque d'infrastructures, violence sexuelle et pauvreté. Ce qui nous donne un Congo que nous avons peint rouge. Alors, nous avons pris un peu de statistiques. Nous voyons que, au niveau de la pauvreté, 87,7% de la population en bas de celle de la pauvreté en République démocratique du Congo. Au niveau de la démocratie, on est 155e sur 167 en termes de démocratie au monde. Au niveau de l'insécurité, ça peut vous donner une idée, il n'y a que 80 000 visiteurs qui ont visité la République démocratique du Congo en 2017. Au niveau de l'indice Doing Business, nous sommes 183e sur 189. Au niveau de l'indice de développement humain, 176e sur 186. Numéro 2 dans l'indice des pays qui ont échoué, ce qu'on appelle en anglais failed state. Au niveau de la corruption, nous sommes 145e sur 177 et nous sommes 147e sur 152e pays au niveau de nouvelles technologies de l'information. Dans un monde moderne comme celui-ci, avec la fibre optique qui a été installée dans ce pays, on pouvait faire mieux.
Voici les problèmes qui ont été identifiés, et ce sont des statistiques qui sont données par des organes crédibles ou des organisations crédibles. Ce ne sont pas des statistiques qui ont été inventées par les candidats que je suis. Alors, avant d'arriver à la solution que nous proposons, quoique John m'a bien décrit, je ne suis pas un bon orateur, mais je vais essayer. Qui suis-je? Je m'identifie moi-même comme un frère pour certains, un ami, pourquoi pas un voisin pour d'autres. Ça veut dire que je suis un Congolais ordinaire, comme vous. Parce que je n'ai jamais milité dans un parti politique et je n'ai jamais été, comment dirais-je, un politicien au sens que nous le comprenons. Alors, nous pensons que pour résoudre le problème du Congo, il faut d'abord prendre un certain nombre d'actions. Et ces actions, nous les avons nommées des engagements. Pourquoi nous préférons engagement en lieu et place des promesses? Les engagements, c'est pour être tenus et les promesses, c'est pour être violées. Et ces engagements, je ne vais pas les faire unidirectionnels. Il n'y a pas que le président qui va s'engager, mais le président veut un engagement mutuel. Le président s'engage et le peuple s'engage. Comme ça, ensemble, nous allons cheminer et nous allons suivre la réalisation de nos engagements communs, comme une sorte de pacte social partagé entre le gouvernant et le gouverné. Alors, quels sont les 12 engagements? Le premier problème en République démocratique du Congo, c'est le respect des textes. Déjà le respect de la Constitution, et si on ne respecte déjà pas la Constitution, il est difficile qu'on respecte les lois qui soutiennent la Constitution. Et le premier engagement que nous devons tous prendre, c'est le respect intégral de la Constitution. J'ai toujours l'habitude de lire la Constitution et il y a le chapitre 3 de la Constitution qui m'intéresse beaucoup, qui parle de droits collectifs. Et il y a un article très intéressant que je n'entends pas souvent répété par ceux qui sont dans l'exercice politique en République démocratique du Congo, c'est l'article 58 qui dit ceci: tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales, l'État assure la distribution équitable et le droit au développement. Avant d'arriver à l'article 64, je pense qu'on devait d'abord commencer par répéter et marteler l'article 58. Et je pense qu'aujourd'hui, si je m'engage en politique, c'est parce que tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas réussi à mettre en place cette promesse de la Constitution, notamment l'article 58. On peut les évaluer dans d'autres secteurs, mais sur ces secteurs-là, je ne suis pas certain que nous avons de bons résultats. Alors, la comparution devant la justice de tous les criminels économiques et de guerre. Oui, bien sûr. Il ne peut pas y avoir la paix sociale sans justice sociale. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'enrichissent sans motif, comme on dit, et le reste de la population est en train de s'appauvrir. Il y a des gens qui ont endeuillé les Congolais sans but pour leurs intérêts personnels, et jusqu'aujourd'hui, ils se retrouvent pour certains au pouvoir et pour d'autres en liberté. Comment voulez-vous que les populations qui ont été victimes, que ce soit des abus économiques de certains et des violences des autres, puissent faire confiance à un quelconque gouvernement si ce gouvernement ne rétablissait pas la justice? Remplacement de la caution en argent par la caution des électeurs, c'est-à-dire des signatures, pour impliquer le peuple dans la sélection des dirigeants en amont et en aval, supprimer ainsi une autre étape de la corruption.
Au niveau de la loi électorale, il y a quand même quelque chose qui choque. C'est toujours les mêmes qui ont géré ces pays. C'est toujours les mêmes qui ont eu à mettre leurs mains dans les caisses de l'État, qui ont pris l'argent, qui peuvent avoir 1000 dollars pour aujourd'hui prétendre devenir candidat. Vous pensez que pour aimer le Congo, ou pour servir son peuple, on a besoin nécessairement d'avoir 1000 dollars? Il y a beaucoup de gens qui ont été exclus du processus électoral, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas 1000 dollars, parce qu'ils étaient appauvris. Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle la caution en signature. Ça veut dire, vous devez avoir, si vous voulez être candidat dans une circonscription, avoir au moins 10 000 signatures pour que votre candidature soit acceptée. Et nous nous engageons, et nous voudrons que tout le monde puisse s'engager à ce qu'une fois élu, que cette loi électorale soit changée. Que nous puissions aujourd'hui rapprocher le député, que ce soit provinciaux ou nationaux, avec les gens qui les représentent. On ne peut pas changer la réalité des personnes dont on ne connaît pas la vie quotidienne. Il faut être dans les mêmes conditions pour prétendre modifier les conditions des personnes qu'on veut représenter. Et ça, c'est important pour nous aussi. Suppression du ministère en charge des médias au seul maintien du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Ça, c'est très important. Parce qu'en fait, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est un organe d'appui à la démocratie au même titre que la CENI. Ce sont des organes techniques. Et ça permet à tous les journalistes de pouvoir travailler avec les mêmes conditions. Mais aussi, ça éviterait au gouvernement de faire double emploi. D'un côté, on a un ministère en charge des médias, et de l'autre côté, on a un Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ça peut nous permettre de mettre de l'ordre dans le secteur de la presse, de la communication, et ainsi de suite. C'est important. Audit général de l'État. Ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Parce qu'aujourd'hui, avant que nous ne puissions faire n'importe quel projet de développement, nous devons auditer l'État, connaître quelles sont les sources de revenus de l'État et quelles sont les charges de l'État et quels sont les mécanismes mis en place pour que l'argent de l'État soit dépensé. Parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a une sorte d'inadéquation, et vous allez le voir dans ma présentation, entre les potentialités, les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo et les niveaux de pauvreté dans lesquels les populations congolaises vivent. Et donc, il est aujourd'hui très important pour nous de pouvoir auditer l'État. Je vais prendre un exemple. On a installé la fibre optique, on a connecté le Congo sur le Watt. Combien d'emplois ont été créés en République démocratique du Congo? Pourquoi l'État va dépenser de l'argent sans impact sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais ordinaires? Très important. Recensement permanent et identification générale de toute la population congolaise. Aujourd'hui, pour nous qui vivons à l'étranger, vous savez vous-même, vous êtes sur les réseaux sociaux, on ne sait plus qui est congolais, qui ne l'est pas, et il y a beaucoup de problèmes. On s'engage avec vous à pouvoir identifier les Congolais et à les recenser. Et vous allez voir dans la deuxième partie de notre présentation quels sont les outils qui seront mis en place pour résoudre ces problèmes, mais aussi nous sommes en train d'envisager la mise en place ou la construction de murs, bon peut-être pas des murs physiques mais des murs électroniques sur certaines de nos frontières à problème. Parce que c'est important, on doit sécuriser les Congolais. Un autre point qui nous intéresse, mise en place de la tension salariale de 1 à 10 entre le dernier agent de l'État, le huissier, et le premier agent de l'État, le président de la République. Parce que il ne faut pas oublier que le président de la République, c'est un agent de l'État. Il est payé sur les trésors publics. Et aujourd'hui, c'est une forme d'injustice que de voir que le dernier agent de l'État, prenant celui-là, le huissier, a un salaire qu'on peut évaluer à 40 dollars aujourd'hui, mais au taux de 92 000 francs, comme tous les fonctionnaires de l'État,
Alors que quand on regarde dans le budget, le président de la République peut avoir un salaire qui avoisine 25 000 $. Et on ne sait pas s'il touche autour de 92 000 francs. Alors on se dit, si nous sommes pauvres, soyons tous pauvres. Si nous sommes riches, soyons tous riches. Si le président de la République touchait 3 000 $ de salaire, le huissier va toucher 300 $. Bien sûr, en Europe, il y a ce genre de cas, c'est ce qui fait qu'il y a une certaine classe moyenne. Et chez nous, on ne peut pas créer une classe moyenne avec ce genre d'injustice. Et il est temps de pouvoir mettre fin à ça. Nous allons consulter les syndicats, nous allons discuter avec les syndicalistes et tout le monde pour voir comment, une fois élus, nous pouvons mettre en place cet engagement. Nous voulons garantir l'intégrité territoriale et vous allez voir dans la seconde partie ce que nous allons faire. Versement régulier des frais de fonctionnement et d'investissement au prorata des recettes publiques réalisées à tous les services de l'État. Je vais prendre juste un exemple. J'étais moi-même leader des étudiants. J'étais président des étudiants à l'époque. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça doit faire une vingtaine d'années. Il y avait déjà le système de partenariat parents-enseignants. Et pourquoi on avait mis en place, certains d'entre vous ne connaissent pas l'historique, mais on avait accepté parce que c'était la seule chose à faire pour qu'il y ait l'enseignement dans ce pays. Le gouvernement ne donne pas de frais de fonctionnement des universités et des écoles. Et donc, pour permettre à nos enfants d'étudier, pour nous permettre à nous-mêmes d'étudier, les parents ont pris la responsabilité de faire un accord de partenariat. Et cet abandon des frais de fonctionnement ne concerne pas que l'enseignement, ne concerne pas que l'éducation, ça concerne le secteur de la santé, plusieurs secteurs de l'administration publique. Il faut corriger ça. Mise en application du principe de retenue à la source de 40% des recettes publiques à caractère national allouées aux provinces. C'est aussi quelque chose qui est reconnu par la Constitution. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça pose problème. Je pense qu'il y a beaucoup de gouverneurs et beaucoup de gens qui vivent à l'intérieur qui savent que c'est fait au cas par cas, selon que le gouverneur sait bien parler, mais aussi ça pose beaucoup de problèmes au niveau des infrastructures de la province et au niveau de la maintenance même de nos différentes provinces. Création de fonds spécial pour la réparation et la réconciliation. Ça me tient particulièrement à cœur. Parce qu'en fait, si nous voulons développer ces pays, nous devons d'abord nous réconcilier. Or, pour nous réconcilier, nous devons d'abord réparer. Et aujourd'hui, comme vous le savez bien, les Congolais sont blessés, plus particulièrement les Congolais de l'Est et du centre du pays. Avec les différentes guerres qui ont eu lieu, avec les déplacés internes, avec des enfants soldats recrutés, avec les femmes violées. Et c'est notre obligation de pouvoir démobiliser ces enfants soldats, de les rééduquer et de les réinstaller dans une société normale. C'est notre obligation de réinstaller ces déplacés internes comme externes. Et c'est aussi notre obligation de soigner les femmes violées et de les réinsérer dans la société. Et pour tout cela, nous avons besoin d'un fonds spécial pour cette réparation et la réconciliation. Parce que si ces injustices ne sont pas corrigées par la justice, on aura toujours des problèmes à avoir la cohésion nationale et à faire travailler les Congolais dans l'unité. Or, sans la paix, sans la cohésion nationale et sans unité, il n'y a pas de développement, comme vous allez bientôt le voir. Et le dernier engagement,
c'est la construction de la prospérité et la dignité de chaque Congolais. C'est ça qui est plus important pour nous, mais avant d'y arriver, il faut d'abord poser un certain nombre d'actions qui visent aujourd'hui à serrer les trous des dissipations de l'argent. Alors, on passe à la deuxième partie de cette présentation. Je ne vais pas être trop long, mais si c'était sur, ça allait être beaucoup plus court. Fiche synoptique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'état de pauvreté des ménages, on ne parle pas de l'état de pauvreté des citoyens, le ménage, c'est-à-dire des familles. 75% des ménages en République démocratique du Congo vivent dans la pauvreté. Près de 8 ménages sur 10 sont concernés. Donc, 8 ménages sur 10 sont pauvres en République démocratique du Congo. Et certains ont même vu un tweet de Bill Gates aujourd'hui qui disait en 2050, il n'y aura que le Nigeria et la République démocratique du Congo qui auront 40% de pauvres encore dans ce monde. Donc si on ne fait pas attention, bien sûr. Et répartition du budget des ménages. Plus de la moitié, soit 62,3% du budget des ménages sont alloués à l'alimentation. Ça veut dire si quelqu'un gagne $100 aujourd'hui, il dépense $63 rien que pour manger. Alors, qu'est-ce qu'il aura pour payer ses loyers, pour épargner et pour faire tout le reste? Donc, moins de 40% reste pour tout ce qui reste en dehors de la nourriture. Quelle solution apporter à ça? Parce que c'est ça le vrai problème du Congo. Comment combattre la pauvreté? Nous pensons qu'il faut accroître la production, parce que vous le savez très bien que tout est importé. Tout est importé. La nourriture, les habits, tout est importé en dehors des minéraux que nous exportons et du bois, bien sûr. La solution passerait par l'accroissement de la production, l'accroissement des revenus ou la combinaison des deux. Ça veut dire on va accroître la production et on va accroître les revenus. Mais comment? On continue. Ici, nous avons identifié les piliers de la croissance en République démocratique du Congo. Ça veut dire quels sont les secteurs qui fonctionnent en République démocratique du Congo. Et ça contribue à quelle hauteur dans le produit intérieur brut de la République démocratique du Congo. Nous avons en premier l'industrie extractive. Ça veut dire tout ce qui concerne les mines. Et c'est l'industrie extractive qui contribue beaucoup plus d'argent dans le produit intérieur brut en République démocratique du Congo. Nous avons l'industrie manufacturière, mais bon, je ne vais pas citer tout ça. Je vais juste prendre quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'agriculture, l'électricité, gaz et eau. Déjà, l'agriculture n'apporte que 3, 4 ou 6% sur les produits intérieurs bruts en République démocratique du Congo, et que l'électricité, gaz et l'eau, c'est 0,9%. Et d'après le même statistique, il n'y a que 12 millions de Congolais qui ont accès à l'électricité. Dans un pays de 80 millions de personnes, 12 millions de Congolais ont accès à l'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces statistiques sont justifiées. Et ça, ce sont des leviers de croissance sur lesquels nous pensons travailler pour accroître la production et accroître le revenu, ou le deux à la fois. Il y a un petit schéma très intéressant que je voudrais que vous puissiez prendre, parce que c'est très très intéressant ce petit schéma.
Ce petit schéma indique l'évolution du produit intérieur brut de la République démocratique du Congo de 1960 à 2007. Vous allez remarquer que lors de l'accession à l'indépendance, le taux de croissance du produit intérieur brut était de l'ordre de 7%. Juste après, à cause des différentes guerres et des différentes sécessions, nous sommes tombés à moins 25%. Et après la prise au pouvoir et la stabilisation par le président Mobutu, il y a eu des taux de croissance qui ont atteint 9% vers les années 69. En 74, lors de la zaïrianisation, l'économie congolaise est tombée et le produit intérieur avec. D'où l'importance des décisions politiques prises par nos chefs d'État. Une simple décision peut impacter la vie de multitudes de citoyens. D'où la responsabilité chaque fois qu'on doit prendre des décisions qui concernent tout un peuple. La zaïrianisation a fait baisser la croissance jusqu'à moins 13%. Une petite reprise et les différents pillages, les différentes guerres, la croissance n'a commencé qu'à partir de 2002. D'où l'importance de la paix dans un pays, l'importance de l'unité et de la cohésion nationale. Donc vous voyez bien qu'il y a eu croissance, bien sûr, entre 2002 jusqu'à 2016. Bien sûr, la croissance est due au fait qu'il y avait la paix, mais il y avait aussi l'augmentation des prix des matières premières dans le marché international. Mais bon, d'aucuns me diront que nous n'avons pas senti cette croissance dans notre environnement. Mais la croissance, les données prouvent qu'il y a une croissance. Quelles sont les potentialités naturelles de la République démocratique du Congo? Nous avons l'agriculture, 80 millions d'hectares de terres cultivables et on ne cultive que 12%. Nous avons les mines, plus de 1100 substances minérales différentes disponibles dans ces pays. Nous avons l'énergie, ressources hydroélectriques évaluées à 100 000 MW. Mais aujourd'hui, nous ne produisons que 2500 MW. Donc, vous voyez l'écart. L'hydrocarbure, on a 6% des réserves pétrolières localisées dans 3 bassins côtiers, sédimentaires de la cuvette centrale et du côté de l'Est. Il y a des blocs qui sont déjà attribués et d'autres ne sont pas encore attribués. Ça veut dire que le Congo a des choses ou des potentialités qui peuvent permettre, bien gérer, de pouvoir résoudre le problème de tous les Congolais. Forêt, 145 millions d'hectares, soit 47% des forêts tropicales mondiales et 6% des réserves tropicales mondiales. Donc 47% tropicales africaines et 6% des réserves tropicales mondiales. Plus de 1000 essences forestières identifiées, production potentielle 10 millions de mètres cubes de bois par an. Donc, on peut produire 10 millions de mètres cubes de bois par an, ce que nous voyons. Il y a toujours du bois qui sort, mais aussi nous avons beaucoup de potentialités sur le plan du tourisme. Alors, notre démarche c'était laquelle? Avant de vous dire ce que nous allons faire, maintenant, après avoir colmaté les brèches, après avoir eu de l'argent, qu'est-ce que nous allons faire? Nous vous avons montré la potentialité que nous avons. Et nous vous avons montré l'état de pauvreté dans lequel se trouve la population congolaise. Et nous pensons que la solution à cela, c'est d'abord des actions
pour pouvoir éradiquer la mauvaise gouvernance. C'est très important. Et les 12 actes d'engagement, justement, c'est pour 1. Restaurer l'autorité de l'État. 2. Mettre l'administration publique au service de tous les Congolais. 3. Sécuriser les Congolais. Et 4. Assurer la distribution équitable des richesses. Alors, pour répondre au plan d'action sous la présidence d'Alain Daniel Tchekomba, comme nous avons dit, il y aura un enregistrement biométrique pour assurer l'identification complète de chaque Congolais, l'utilisation des drones, des caméras et senseurs pour protéger les frontières. Aujourd'hui, nous devons identifier les Congolais et nous devons protéger notre territoire. Et nous avons l'avantage d'avoir de nouvelles technologies. On n'a pas besoin de construire des murs, mais on peut mettre en place des senseurs, des caméras et des drones pour, comme le font les autres. Et nous avons des moyens pour. Parce que la République démocratique du Congo a suffisamment de potentialité. Il suffit juste d'assurer la bonne gouvernance pour que cette potentialité puisse servir à tous les Congolais. Revoir la structure de l'administration publique pour réduire les tracasseries et lourdeurs administratives et assurer un accès rapide et la mettre au service de tous les Congolais. C'est ce que je venais de dire. Aujourd'hui, même moi qui suis à l'étranger, pour avoir un passeport, je dois quitter de là où je suis pour venir chercher un passeport en République démocratique du Congo. Vous vous rendez compte? Et combien de gens ont le même type de problème? J'ai eu un problème ici juste pour avoir un casier judiciaire. La procédure était tellement lourde, j'avais posé la question, mais pourquoi ce n'est pas informatisé? On me dit, c'est à vous les députés, parce qu'ils pensaient que j'allais être candidat député, de pouvoir voter une loi d'informatisation de l'administration publique en République démocratique du Congo. Et je me pose la question, pourquoi il n'y a jamais eu cette loi? Parce que nous sommes dans un monde moderne. Un partenariat transparent, parce qu'en fait on a beaucoup de problèmes dans ces genres de partenariats. Un partenariat transparent, public-privé, pour construire les infrastructures, ça veut dire chemin de fer, aéroport, route, port, les services, électricité, eau, transport en commun. C'est très important. Il y a aujourd'hui dans le monde ce qu'on appelle les contrats de concession. Exactement ce qu'on avait fait avec le carré minier en République démocratique du Congo ou les télécommunications. Ça veut dire les services de télécommunications, les licences de télécommunications appartiennent à la République démocratique du Congo, mais la République démocratique du Congo signe des contrats de concession avec les opérateurs de télécommunications. Le mine appartient à la République démocratique du Congo, mais la République démocratique du Congo signe des contrats de concession avec les miniers. Mais pourquoi ne pas généraliser ça dans l'infrastructure, comme on fait en Europe? Il y a des autoroutes qui appartiennent à des entreprises privées. Pourquoi ne pas généraliser ça dans la production de certains services vitaux comme l'électricité, comme l'eau? Donc nous sommes en train de vouloir de regarder si on ne pourrait pas généraliser les contrats de concession dans le secteur de l'infrastructure et des services. Nous voulons créer des banques pour tous à travers la virtualisation des comptes bancaires en partenariat avec les banques, les télécoms et les institutions financières. Aujourd'hui, il y a une forte circulation du cash et ça coûte beaucoup d'argent à l'État de toujours imprimer les billets, alors que, vous savez vous-même, aujourd'hui quand quelqu'un me demande quelque chose, il me dit toujours, il faut m'envoyer ça
Mobile Money, je ne sais pas comment ça s'appelle, Airtel Money, M-Pesa, c'est beaucoup plus facile, on ne touche à rien, il n'y a plus de l'argent qui circule. Et c'est avantageux aussi pour la bancarisation. Pourquoi? Parce que beaucoup de banques ont des problèmes de pouvoir se déployer à l'intérieur du pays à cause de manque d'électricité, à cause des coûts de loyer et à cause des employés. Alors que les banques virtuelles peuvent permettre à tout le monde d'avoir un compte virtuel et on peut suivre ou tracer l'argent pour éviter justement le terrorisme et des investissements qui ne sont pas autorisés. Donc, nous sommes en train de travailler pour pouvoir virtualiser les banques en République démocratique du Congo. On est déjà en contact avec les banques, les institutions financières et les opérateurs de télécommunications. Parce que le taux de bancarisation va aussi nous permettre de réduire les coûts de production de billets. Ça coûte cher. La production des transports pour l'État, on peut investir cet argent dans autre chose. L'agriculture et l'élevage soutenus par des technologies adaptées pour assurer l'autosuffisance alimentaire et l'exportation. Vous avez vu ici qu'il y a inadéquation entre nos potentialités et la réalité. Nous avons 8 ménages sur 10 qui sont en dessous de la pauvreté et qui dépensent 62,3% de leurs revenus pour la nourriture. Ça veut dire que nous pouvons résoudre ces problèmes de nourriture parce que nous avons 80 millions d'hectares cultivables et aujourd'hui, il n'y a que 12% qui est cultivé. Mais on peut dire, vous voulez résoudre le problème d'agriculture, mais où sont les infrastructures? C'est pour ça qu'on avait parlé au début d'un partenariat transparent, public-privé, pour développer les infrastructures et les services. Donc tout va ensemble. Programme d'emploi basé sur l'auto-emploi, par la création de start-up, des services de nouvelles technologies de l'information. Ne pensez pas aujourd'hui que l'administration publique aura suffisamment de place pour tous les chômeurs congolais. Nous sommes dans un monde moderne, dans lequel les nouvelles technologies permettent aux gens de s'auto-employer. Je vais prendre un exemple simple. Je peux discuter avec des vendeurs de pizzas et moi, j'achète des drones. Chaque fois qu'il y a des commandes de pizzas, ils m'appellent et moi, j'envoie mes drones pour les livrer. C'est déjà de l'emploi. Je peux rester chez moi et je téléguide mes drones. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, au Rwanda, il y a des zones franches qui permettent aux jeunes de mettre en place de petites entreprises de nouvelles technologies. Parce que si nous attendons seulement que l'administration publique puisse résorber tous les chômeurs, on ne va pas y arriver. Qu'est-ce qui a fait élire le président Macron en France? C'est sa politique de pouvoir permettre aux jeunes de financer leurs start-up. Dès l'instant où les gens peuvent s'auto-employer, nous allons sérieusement résoudre le problème d'emploi. La mise en place d'une carte de santé nationale donnant gratuitement accès aux soins de santé primaires. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème de santé publique. Ça fait 15 ans qu'il y a l'épidémie de choléra dans ce pays. Il y a beaucoup de morts par rapport au paludisme. Tout simplement, vous avez bien compris, si quelqu'un touche $100, déjà il a 62,3 $ dépensés pour son alimentation. Qu'est-ce qu'il lui reste pour les soins de santé? Le gouvernement que nous allons diriger va travailler pour mettre en place une carte nationale qui permettra aux Congolais de pouvoir avoir accès aux soins de santé primaires.
ça a double avantage pour nous. Ça va nous permettre aussi de motiver les Congolais à se faire identifier pour bénéficier de cette carte nationale de santé publique. Un autre point intéressant, la dématérialisation des paiements des recettes de l'État pour éviter la circulation du cash, assurer la traçabilité afin de réduire la corruption. Aujourd'hui, il y a beaucoup de corruption parce que les gens sont en train de recouvrer les taxes de l'État de façon manuelle. Et il y a beaucoup de cash qui circule. Et nous pensons qu'il serait très intéressant, comme on a mis les guichets uniques à l'aéroport et au port de Matadi, il serait intéressant de pouvoir généraliser cela. Les taxes de l'État et les recettes de l'État doivent être payées de façon dématérialisée. Comme ça, on assure la traçabilité. On sait par jour quels sont les revenus qui ont été encaissés par l'État. Et ça va éviter la corruption. L'adaptation de l'éducation aux besoins de l'emploi et la réduction du coût de l'éducation secondaire et universitaire par l'utilisation accrue de e-learning. Aujourd'hui, pour ceux qui sont à l'université, ce sont le même professeur qui passe à Kindu, à Lubumbashi, en Bujima, par-ci par-là, pour donner cours. Mais avec les nouvelles technologies, je pense que nous avons déjà la fibre optique au Congo et que nous allons élargir. Un professeur avec le e-learning peut donner cours à partir de chez lui à plusieurs auditoires en République démocratique du Congo. Et cela va permettre de réduire le coût de l'enseignement primaire et universitaire. La mise en place d'un programme de production et distribution de l'énergie renouvelable à moindre coût et l'installation des toilettes publiques. J'ai déjà commencé une expérience des toilettes publiques bio à l'université de Kinshasa. Des toilettes publiques bio au service du développement durable et de la protection de l'environnement. Voilà, ça ce sont des choses qui nous tiennent à cœur et nous pensons que si nous mettons en place les 12 engagements, comme je vous ai montré, le Congo, après ce combat, sera démocratique, sans corruption, sécurisé, plein d'emplois, bien construit, sans violence sexuelle et moins de pauvres. Il deviendra finalement vert. Merci de votre attention. Oui. Non, c'est bon. Monsieur Chekonga, vous avez parlé de vos engagements. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de la culture congolaise. J'ai l'impression que les candidats à la présidentielle négligent ce grand secteur qui est la culture congolaise. La particularité congolaise, vous avez effleuré le tourisme. Vous avez effleuré, moi je dis effleuré le tourisme. Et pourtant, le tourisme fait entrer des millions et des millions de dollars au Kenya, en Afrique du Sud, au Maroc, en Égypte. Mais vous avez effleuré cela. Pourquoi vous ne mettez pas cap sur le tourisme et la culture congolaise? C'est un défaut que j'ai remarqué dans plusieurs des candidats à la présidence. Merci beaucoup, Paulette. Je pense que je peux vous appeler Paulette. Ok. En fait, nous ne voulons pas combattre les effets, nous voulons combattre les causes. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est de mettre en face des Congolais et des journalistes congolais les potentialités, ça veut dire le levier sur lesquels nous pouvons actionner pour pouvoir accroître la production et le revenu. Je ne suis pas entré en profondeur dans aucun secteur parce que j'ai identifié l'agriculture, j'ai identifié l'énergie, j'ai identifié le tourisme, mais nous savons que la culture congolaise
peut apporter beaucoup d'argent. Et il n'y a pas que la culture congolaise, il y a aussi notre faune et notre flore qui regorge des espèces qui sont particulières, qui intéressent les gens. Donc c'est une question, moi, ici, je voulais d'abord dire aux Congolais que nous puissions bloquer les trous qui permettent à l'argent de s'échapper et nous allons nous concentrer sur l'activation des potentiels que nous avons identifiés. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que le tourisme fait partie des activités génératrices des revenus et génératrices des recettes en République démocratique du Congo. Vous avez parlé, vous êtes engagé avec 12 points essentiels, mais vous n'avez pas parlé du montant. Le montant que vous avez mis une fois, vous serez élu pour 5 ans. Le montant, le budget. Votre budget est combien? Merci. La priorité des priorités dans les 12 engagements. Dans votre discours, alors vous aviez dit une pauvreté. Qu'est-ce que possible, si vous êtes élu président de la République, de faire les Congos un pays démocratique? Merci beaucoup. Oui. Je vais d'abord commencer par la question des FTGA, budget. En fait, je vais d'abord commencer par auditer l'État, comme je dis. Ça veut dire répertorier les sources de revenus de l'État, répertorier les secteurs porteurs de la croissance de la production et de la croissance des revenus, répertorier aussi les charges de l'État. Je ne vais pas mettre la charrue avant le bœuf. Aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment de sources d'informations fiables et crédibles pour pouvoir me permettre de dire que je vais mettre en place un budget de autant de milliards pour, déjà faire face aux charges de l'État et 2, pour pouvoir financer les secteurs à forte croissance. Donc, je me réserve aujourd'hui à ne pas donner cette réponse parce que je ne vais pas aller vite en besogne. Je vais attendre le résultat de l'audit général de l'État sur lequel nous nous sommes engagés une fois élus. La deuxième question, priorité. Je pense que la priorité, justement, c'est cet audit général de l'État. Moi, je viens du secteur privé. Et chaque fois, à la fin de chaque exercice de gestion, il y a toujours la validation des comptes par ce qu'on appelle commissariat aux comptes. Et chaque fois qu'un manager cède sa place à un autre manager, il y a l'audit. Et une fois élu, nous allons d'abord commencer par auditer, avant de prendre d'autres engagements. Parce que, aujourd'hui, je dois savoir pourquoi les fonctionnaires de l'État sont payés à un autre taux par rapport à ceux qui sont au gouvernement. Aujourd'hui, je dois savoir pourquoi il y a eu la croissance de la production, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo et que les Congolais n'ont pas senti cette production dans leur environnement, dans leur ventre et dans leur vécu quotidien. Je ne peux pas directement commencer à gérer un État sans avoir fait un état des lieux au travers de l'audit. Alors, la question concernant les paradis fiscaux ou un paradis fiscal, je ne voudrais pas que la République démocratique du Congo soit un État sans foi ni loi, parce que ce que nous voulons restaurer en République démocratique du Congo, d'abord, c'est renforcer
l'état de droit. Et dans un état de droit, on n'a pas de paradis fiscal. Merci. Et donc, la relation de la RDC avec l'extérieur, les organisations régionales, vous savez que nous sommes avec la SADC, la CEAC, la CIRGL. Comment sera la diplomatie congolaise sous l'ère de Alain Daniel Chimoya? Comment voyez-vous la diplomatie de la RDC? Comment est-ce que nous serons partout dans le monde pour faire valoir ce que nous avons dit? C'est une question que je tenais à que le président. Et s'il s'avérait que la polémique autour de cette machine ne soit pas dissipée, c'est dans quel camp? De ceux qui tiennent à tenir à cette exigence du respect de la machine à voter ou de ceux qui vont quand même aux élections à la date prévue. Et puis, je note que vous n'avez jamais fait la politique, vous l'avez dit, ni travaillé avec les politiques. Et du coup, vous ambitionnez devenir président de la RDC, parmi d'autres, avec le régime parlementaire que nous avons, avez-vous des candidats aux législatives nationales ou bien fait par une baguette magique que vous aurez traduire votre politique au parlementaire? J'ai bien vu une question, c'est une question. Ok, on m'a posé la question de savoir quelle est la suite à ma lettre. À ce jour, je n'ai pas encore de suite à ma lettre. J'attends toujours que le président de la CENI puisse me répondre. Quel camp? Bon, je ne vois pas les choses de façon bipolaire, surtout que nous sommes dans un monde multilatéral. En fait, on n'est pas obligé d'être dans un camp comme dans l'autre, mais on peut être aussi libre. Mais je pense que pour crédibiliser les élections, il faut que la population puisse connaître la vérité sur la machine à voter. Et que nous continuons à penser que le président de la CENI va répondre à notre demande d'organiser un débat public sans exclusif autour de la machine à voter avec les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et pourquoi pas le représentant de la communauté internationale. Bon, je vais aller aux législatives. En fait, au Congo, j'ai comme l'impression que les gens ne tiennent pas compte de la réalité. Je vais vous poser la question aujourd'hui. La Constitution dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. On a élu la première Assemblée nationale aux élections de 2006. Qu'on me montre depuis que cette Constitution est en application, qui est le Premier ministre qui a respecté, qui a été nommé sur base de cette disposition de la Constitution. Tous les premiers ministres sont nommés sur base des négociations de ce qu'on appelle majorité présidentielle. Mais la majorité présidentielle n'est pas la majorité parlementaire. Au moins, avec moi, il y a la possibilité de pouvoir faire réellement appliquer cette disposition, que les gens qui seront majoritaires au Parlement puissent me proposer un Premier ministre que je vais nommer. Donc c'est une bonne opportunité pour qu'un indépendant comme moi, qui n'a pas de candidat à la législative, puisse avoir un Premier ministre qui sera réellement issu de la majorité parlementaire. Je n'ai pas trouvé ça important parce que, comme les Chinois disent, Mbisi pour la Kanamutu, je préfère le Moutou qui n'est pas pourri. Et comme ça, je vais assurer, je serai le garant des institutions. Voilà, donc je ne vais pas être jugé parti, ça veut dire que si je suis président aujourd'hui, je vais bien vouloir que le Premier ministre soit issu de mon parti politique ou de mon regroupement politique. Je vais laisser le Parlement libre et que la majorité parlementaire va nous désigner un Premier ministre que nous allons nommer. Donc ça c'est ma réponse par rapport à ça.
Il y a un monsieur qui m'a posé la question si je n'ai aucune idée sur le budget. Messieurs, nous tous, nous connaissons le budget de la République démocratique du Congo. C'est 5 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, avec les dépassements des 200%, mais que je ne suis pas allé vite en besogne, parce que le 12 engagement reflète réellement les besoins des Congolais. Alors que les gens qui sont en politique depuis longtemps sont incapables d'identifier des vrais problèmes des Congolais et de proposer des solutions. Donc, voilà. Suppression de ces sacs. J'ai dit et j'ai pris un engagement que je vais respecter intégralement la Constitution. Et quand vous regardez dans la Constitution, le CESAC est considéré comme un organe d'appui à la démocratie. Donc, aussi longtemps que cet organe fera partie de la Constitution, moi je ne vais pas violer le premier engagement que j'ai pris. Donc, si demain la Constitution changeait et que la population acceptait qu'on puisse supprimer aussi cet organe d'appui à la démocratie, je vais me plier. Merci beaucoup. Il y a la diplomatie. Voilà. Et on m'a posé la question sur la diplomatie congolaise. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours intéressé et qui m'intéresse beaucoup. Les interactions donnent ce qu'on appelle les donner et les recevoir. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo offre et qu'est-ce que la République démocratique du Congo veut recevoir? Voilà. Et pour pouvoir être considéré sur le plan diplomatique, c'est aussi au niveau des rapports de force. Moi, comme président de la République, je vais d'abord mettre en place les conditions d'invincibilité de la République démocratique du Congo. Avoir un Congo fort, un Congo capable de protéger ses intérêts à l'étranger. Un Congo respecté. Et pour être respecté, on doit déjà soi-même être en position de force dans le rendez-vous du donner et du recevoir. Si chaque fois nous partons avec une main tendue, n'est-ce pas, pour recevoir et non une main tendue pour donner, nous serons toujours en position de faiblesse. Construisons l'invincibilité du Congo, construisons la prospérité, la dignité de chaque Congolais, nous serons respectés même dans ces organes. Voilà comment aujourd'hui tout le monde pense que le Congo a besoin de lui pour résoudre ce problème. Tout le monde se mêle des problèmes du Congo alors que le Congo est le seul à ne pas se mêler des problèmes des autres. Pourquoi? Parce que nous avons la main tendue. La diplomatie congolaise va refléter la force du Congo que nous allons mettre en place. Et la diplomatie congolaise va travailler en partenariat déjà avec des États voisins pour des projets gagnants-gagnants. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, si vous regardez, l'Afrique commerce moins avec elle-même qu'avec d'autres continents. Pourquoi? Il n'y a pas de route qui lie l'Afrique, il n'y a pas de chemin de fer qui lie l'Afrique en dehors de certains pays de l'Afrique, comment dirais-je, australe ou de l'Afrique de l'Ouest, mais en Afrique centrale, ce n'est pas le cas. Pourquoi on ne commencerait pas déjà par mettre un pont entre le Congo-Brazzaville et Kinshasa, n'est-ce pas? Pourquoi on n'allait pas mettre un pont entre la République centrafricaine, Bangui et l'Équateur? Donc moi, je suis dans la diplomatie du gagnant-gagnant. Dans les rendez-vous du donner et du recevoir, il faut que le poids que je reçois à gauche soit équivalent au poids que je donne à droite. Voilà. Ok, on a à l'aide de ce combat. Il y a des choses qui ont mandat. Ouais. Vous compléter seulement et vous présenter un programme. Engagement, vous allez vous engager dans la banane. Pas congolais, tout n'a pas pareil. Ceux qui n'ont pas congolais, qui ne sont pas vous allez vous adresser dans la congolais. Au lieu de la possible de la démission de la merci. Point 5,
point neuf d'engagement na yo. Ya liboso na kuta ba na justice, ba samba, ba chef de guerre na ba criminel économique. Au premier na point neuf, au communauté mboko ya kureconcilier batu na kureparer. Au niveau de concilier nani na nani, et c'est pas le côté de la justice. Donc on continue. Aujourd'hui, on entend souvent parler que le 21e siècle sera un siècle où le combat contre la engagé de l'eau. Dernièrement, j'ai celui le président Gambien a parlé que pour le plus souvent, les eaux congolais seront transférés dans la Tchad en détachement. Je voudrais savoir la vision d'Alain de combat quant à cette guerre qui profite à l'horizon en rapport avec le Congrès. Merci. Merci. C'est Christophe Chibinda pour le compte du journal de News. La situation catastrophique dans laquelle la jeunesse se trouve de ce Daniel Chikomba nous pousse tous à s'inquiéter. Vous êtes candidat président. Alors pouvez-vous nous dire quel est votre idée politique d'encadrement à la jeunesse de la jeunesse pour le faire sortir de ce bourbier, bien sûr, qui patauge pendant plusieurs années. J'ai parlé. Ok, ndeko Joseph tokoloba na lingala po otuninga question na lingala. Oyebi pourquoi na lobby je m'engage et démarche na biso eza ko s'adresser na ba congolais. Il faut ezala engagement mutuel. Nga comme futur président tango na kozala élu, je m'engage pour mettre en application ba point O na lobby wana. Sikoyo naza ko senga pe ba congolais bandima engagement wana comme ça toko évaluer yango de façon suivie. Tolobaki toko sala respect intégral à la constitution. Toko mi wapi na respect intégral à la constitution. Tolobaki par exemple na point 5 il faut ba criminel économique na ba criminel de guerre ba kangama. Tokomi wapi na ba criminel économique na ba criminel de guerre wana. Bon, alors ça je dois le répéter et je répète encore. On ne peut pas avoir la paix sociale sans justice sociale. Botala kaka makambo eza koleka na Kinshasa te. Bato boni bandeko na bango bakufi kuna na este ya mboka, bato boni bakufi na Kasai, ba perdre bandeko na bango. Et pourquoi tout ça? Pour l'intérêt ya Congo ou bien pour l'intérêt ya bato? Alors que bato wana baza ko continuer soit ko konza mboka, soit ko loba ke baza bato ya opposition et que il faut bazonga lisusu ba ko diriger ba congolais. Lelo oyo yo moko ozomona état ya pauvreté otoza nango alors que Congo eza na misolo ebele. Mbongo wana ekendeki na ba poche ya banani. Est-ce que eza ko sala mabe soki tolobi ke bato wana il faut ba leka na justice. Na kanti ke za mabete. Et loko toza ko viser awa ezande ko tia justice au centre ya makambo ya ba population. Et c'est très important, et ça engagement oyo bandeko ebele ya est na ya Kasai basenga kibiso parce que beaucoup de monde a bien que l'engagement on a et ça engagement ya Shekomba te. Et ça bato oyo totindaki bakende ko consulter ba congolais nde balobaki ba congolais basengi boye. Ba congolais à est na ya Kasai balobi par exemple soki bo traduire en justice ba criminel de guerre na économique te biso to ko sepelati. Omoni. Donc toza ko répondre na demande ya ba congolais et que soko tout ni pe ba congolais belé même au bazana salle oyo ba ko yebisa yo que cinquième engagement là c'est très important. Alors
Tango toza koloba, na 9e engagement, que il faut nous réparer avant de réconcilier. Même ceux qui nous avaient dit avant de se réconcilier, bakoloba kendo tenga pardon. Pardon à mes années, pardon à eza réparation. Ozomon, sikoyo, toko continuer parce que mutuna na yo eza penza malamu mingi. Bato oyo biso toko kanga ba criminel économique na de guerre wana même ba kozongisa ba mbongo ba kofuta ba mande, n'est-ce pas? Ba mande wana toko zwa yango pona kochango na fonds spécial pour la réparation et la réconciliation. Parce qu'en fait, ceux qui sont congolais, bazana état wana, c'est à cause des actions de ces criminels-là. Donc, ça tient la route. Il faut, bato oyo basalela ki ba congolais mabe, ba réparer avant que tout se réconcilie, parce qu'en fait, nous devons construire ces pays dans l'unité. Mbuma ya malamu, total aneti na Sun City. Soki réconciliation ezalaka importante. Pourquoi bachati commission babengi vérité réconciliation na Sun City quoi que tozwaki ba résultat mon côté 1 + 4 vandaki bato bazwi ki bokonzi mais commission banda ko intéresser ba population mingi ezaki commission à vérité et réconciliation résultat nango eza wapi tomona te si lelo ba congolais o ba perda bande ko na bango ba rapport eza ebele ba rapport ya ONU sur la guerre il y a 1998 2003 ba pillage ya ba ressources ya mboka oyo. Vous pensez que pour nous réconcilier ba congolais il n'est pas nécessaire que bato wana ba répondre na ba acte na bango? Moi je pense que c'est très important pour ça. Alors, Moutia, Numérica TV. Si tu n'es pas payé à le dire, vous l'avez dit, Kazaka, aujourd'hui, le banana, il va faire ça, pour y aller chez nous. Au moni, nazolandaka ba conseil ya ba communicateur net ba John Ngombo. Balobi o lokolo za candidat président de la République, il faut la Kazaka pour ba komona o voyo. Au moni, yango na lati Kazaka. Mais nazolobelaka ba congolais problème ezate ndeko diesel. Alors Numérica TV, oui, c'est une très bonne question en rapport avec TransAqua. C'est un projet que j'ai moi-même bien suivi et je pense que c'est une très bonne opportunité pour la République démocratique du Congo. Pourquoi? Nous n'allons pas transférer les eaux de notre pays vers le Tchad. Mais par contre, ça nous donne l'opportunité de demander aux pays africains de construire l'autoroute qui va relier le Tchad et le Congo. Et ça nous donne l'opportunité de développer notre agriculture parce que nous avons déjà où les couler. Donc, quant à ce qui concerne TransAqua, au lieu de voir ça comme un problème, moi je trouve que c'est une opportunité. Et que nos agriculteurs ont déjà où vendre leurs produits. Et aussi, nous ne pouvons pas vider notre fleuve, ça aura déjà des conséquences sur le plan de l'environnement, mais ça aura aussi des conséquences sur les projets ingatoires. Vous avez vu vous-même que nous avons une potentialité de 100 000 mégawatts de production électrique et qu'aujourd'hui nous ne produisons que 2500 mégawatts. Et il faut continuer avec les projets de Ingatwa. Si vous ne savez pas une chose, la transformation ou la diversification de l'industrie que nous voulons nécessite la réduction des coûts de l'énergie, la réduction des coûts de l'électricité. Et aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, si nous transférons notre eau pour alimenter les lacs Tchad, qu'est-ce que nous allons gagner pour notre pays? Je ne pense pas que ce soit un bon projet. Moi, je pense que nous allons demander à ces pays de pouvoir plutôt participer à la construction de l'autoroute transafricaine, n'est-ce pas, qui va permettre à la République démocratique du Congo d'exporter ses produits agricoles.
Voilà. Oui, la question sur la jeunesse. Vous savez, les pays que nous voulons construire, c'est un pays où nous insistons beaucoup sur les valeurs. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, les valeurs et les antivaleurs ne sont pas en fonction de l'âge, du genre ou de la race. Et nous voulons construire un pays pour tout le monde, quoique je suis conscient que c'est 65% des jeunes ou 70% en français belge, 70% des jeunes dans ce pays. Déjà, vous avez vu dans les engagements et vous avez vu ici dans le projet que je suis en train de faire, nous allons réduire les coûts de l'enseignement secondaire et universitaire pour adapter l'éducation aux besoins de l'emploi. En plus, nous allons financer les projets d'auto-emploi de la jeunesse. Ça veut dire que nous allons mettre en place des conditions pour financer le projet d'auto-emploi que les jeunes vont nous apporter. Et nous allons le faire dans la dématérialisation de l'information. Et il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut identifier ici en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de niches. Il suffit tout simplement de réadapter l'éducation aux besoins de l'emploi, en plus bénéficier des financements que nous allons mettre pour permettre aux jeunes de développer leurs petites entreprises d'auto-emploi. Parce que nous ne pensons pas que la fonction publique pourra résorber tous les chômeurs. Donc voilà, nous allons faire beaucoup de choses pour la jeunesse. D'abord, une très bonne éducation et puis soutenir leurs projets d'investissement dans des projets d'auto-emploi. Voilà. Voilà, spécialisé en matière de nouvelles technologies de l'information. Malheureusement, parmi vos deux engagements, vous n'avez pas proposé un engagement lié à l'évolution des nouvelles technologies de l'information de la RDC. Vous ne voyez pas l'avenir de la RDC avec les nouvelles technologies? Monsieur Alain Daniel Sekomba, Codiv Calvo, RPC2. En fait, ma question est de savoir parmi les 12 actes d'engagement, quel engagement vous allez utiliser en premier pour la République démocratique? Déjà, les agents et les demi-agents de l'État, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait la justice par rapport aux valeurs, par rapport à la protection que l'État lui accorde. Et donc, quand je parle de la dématérialisation, l'outil que nous allons utiliser, ce sont les téléphones, c'est l'outil informatique. Les programmes d'enseignement pour réalité de l'emploi en République de na base d'engagement na yo ba acte au premier mukanda na pays c'est à répondre aux questions donc on a pas politicien et dans la majorité la opposition notamment société civile bazo populaire pour la makambo itali machine à voter établir fichier électoral mutana est assistant et vraiment monsieur. Et je vous souhaite déjà une bonne chance. Et c'est de savoir l'électorat, ce n'est pas secret, et où viendra ces actions. Voilà. Il y a je sais pas par rapport à la sur le bâtiment. La hausse de la note de départ au 62 et dit que voilà. Merci. Ou non? Non, Boloba, n'a pas. Quand on a dit sur la population, il y a élection, oui ou non? Donc, au lieu de vendre et pas na biso to kanise la population, to lingi population ya ngomoko et kanisaka. Et loko oyo biso ba politicien to ko sala, eza que population est à la sûre que résultat est au bima
et refléter choix na bango. Yangonde omonaki tokomelaki président Seni Mukanda pour associer population pe na discussion ngo. Pour te dire que il faut la débat moko public radio télévisé. Et la kaka bisote ba politicien ba ta société civile to lobelaka. Mais population peut être suffisamment mayele et yo kazapé et voyez que ça biso ninga auto lobatiko yo oui. Donc tous a besoin d'élections mais ba élection moko transparente et crédible. Donc le quoi population lobby oui, biso peut lobby oui, élection et kozala. Voilà, donc pour répondre à la question. Pour makambo o etali budget provenance des fonds, on a vu que baye baka budget et puis provenance des fonds tango batonyo so ba présentaka 1,3% fait. Ezali 70 musala na biso to lobi en biso to lingi kotia na mesa ya congolais nyonso au minimum 3 fois la nourriture sur la table. Soko monaki awa na toka croître production ndenge nini, toka croître pe ba revenu ndenge nini. Omoni awa toka accompagner ngo na ba infrastructure. Chemin de fer, route, port, aéroport. Pour le lo oyo so kolia na mesa na ye. Na kende ko tambola awa na parce que dans mon connaissance, pour que la République démocratique du Congo puisse sortir du Congo. Parce que j'ai vu fort de l'université, nous savons que la politique est un moment difficile pour la faire de manière isolée. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes encore candidat au président de la République. Et si un autre candidat se présente, au jour d'aujourd'hui, les Occidentaux, on l'espoir de ressources. Hommes-femmes et les transgenres, ça existe, c'est accepté. Vous vous rendez compte? Pourtant, c'était une réalité naturelle. Il y a les hommes, il y a les femmes, il n'y avait pas de transgenres. Mais il y a les transgenres aujourd'hui, physiquement, et c'est accepté, et ils ont leurs droits. Moi, je ne vais surtout pas m'attarder autour de l'opposition et de la majorité. Parce que pour moi, l'opposition et la majorité constituent la même équipe qui avait appauvri les Congolais. Donc il ne faut pas me parler de l'opposition et de la majorité. Donc je considère ça comme ça. Parce que aujourd'hui, qui sont dans l'opposition, qui sont dans la majorité? Citez-moi le nombre de gens qui sont dans l'opposition qui n'ont pas géré ces pays et le nombre de gens qui sont dans la majorité qui n'ont pas géré ces pays. Conditions de vie des Congolais ordinaires. Nous avons vu ce qu'ils étaient capables de faire. N'est-ce pas? Alors, pourquoi voulez-vous que je puisse m'attacher à l'opposition ou à la majorité? Moi, je pense que c'est ça l'erreur que la population est en train de commettre. C'est de pouvoir dire la majorité, c'est le noir et l'opposition, c'est les blancs. Et il n'y a pas d'autre couleur intermédiaire. Résultat, n'est-ce pas, qu'ils ont obtenu. Sur base des statistiques que nous avons présentées ici, vous pouvez comprendre que leur action n'était pas bénéfique pour les Congolais. Donc je ne vais pas aujourd'hui m'identifier comme étant de l'opposition ou de la majorité. Voilà. Et quand vous me posez la question, c'est pratiquement la même question que loi. Nous avons une constitution et on dit le président de la République de la constitution. Parce que, comme on dit, le problème est souvent sera ici du Parlement, et comme des mains qui veulent servir les Congolais parce que les garants... Pour répondre encore à leurs préoccupations, donc je crois que merci encore une fois d'être parmi nous et je crois que nous devons nous lever pour rendre honneur il est sacré de notre solidarité.
Bien ouais.